Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. C'est ici, c'est maintenant et nous sommes le 2 juin. Bien, n'oubliez pas, vous aurez un bonus assez intéressant à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre des choses. Et puis au niveau, disons, logistique, je pense qu'on va faire en sorte qu'au plus tard le mardi matin, vous ayez eu la vidéo et au plus tard le vendredi, samedi, la seconde vidéo. Mais je n'exclus pas de faire une troisième vidéo au milieu de semaine, suivant l'actualité. Je voudrais vous parler de quelque chose de très très grave, dont on n'a pas parlé. Oui, comme tout le monde, vous avez eu une information le 10 mai, le 11 mai. Un père était agressé, un père de famille était agressé au couteau en allant chercher ses enfants à l'école à Marseille, devant ses deux enfants de 3 et 7 ans. Un docteur qui s'appelait Alban Gerbez. Peut-être au cri d'Allah Akbar, voilà. Poignardé à une dizaine de reprises au niveau de la gorge le 10 mai dernier, devant le collège de ses enfants, dans le 13e arrondissement de Marseille. Et oui, il est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 27 mai. C'est un médecin militaire de 40 ans, et il laisse une femme, effectivement, et 3 enfants. Jusqu'à quand accepterons-nous qu'on nous chante la fable des ordures, déjà connues des services de police, mais pas du renseignement territorial? Ils sont dédouanés de toute raison, parce qu'ils ont déclaré avoir agi au nom de Dieu. Jusqu'à quand nous ferons mine, de peur d'être suspectés d'islamophobie, de ne pas voir que ce salopard s'appelait Mohamed avant-hier, Rachid hier, etc., etc., etc. Jusqu'à quand goberons-nous et accepterons-nous comme excuse à retenir qu'une fois en garde à vue, ces barbares ont retenu des propos délirants, évoquant Dieu, le diable, Satan, etc. Voilà, hein. Donc évidemment, il n'y a plus de thèse d'acte terroriste. Hein. Il est en détention provisoire, le criminel, en maison d'arrêt. C'est incroyable, c'est incroyable. Déni, lâcheté, complicité, collaboration. Dans la plus grande indifférence de l'État macroniste, ce médecin des armées, sauvagement poignardé à Marseille devant ses enfants, est décédé. Son assassin s'appelait Mohamed L, 23 ans. Voilà. Rien ne pouvait justifier, dans l'anonymat d'une rue devant une école, ce terrorisme islamiste low cost au couteau qui nous prend à la gorge au nom de son Dieu. Le sang des innocents coule partout dans notre pays pour nous sidérer. Résistons. Je transmets mes plus sincères condoléances à son épouse, ses enfants, tous ses proches. Réfléchissez, notre pays sans sauvage, les médias en parlent si peu. Quand dirons-nous stop? Je le répète, ces grands médias, radio, télévision, n'ont semble-t-il quasiment pas rendu compte de ce drame, à l'exception des chaînes d'information, notamment CNews. Les journaux, hormis, je crois, un article du Figaro, il me semble, ont été peu prolixes à ce sujet. À l'exception du maire de Marseille, il semble que l'on n'ait guère entendu parler d'autres hommages officiels à la victime. Le sort de ces enfants meurtris, havis par la vision de leur père, massacré devant eux, de sa veuve, de ses parents, ne paraît pas avoir ému grand monde à l'échelle nationale. Il est bien loin le temps où, face à des tragédies de ce genre, un président de la République recevait à peu près systématiquement les parents des victimes au Palais de l'Élysée pour témoigner de sa compassion et de la solidarité nationale. Macron n'a plus le temps, il s'occupe de l'Ukraine, voyons. Le traitement policier et judiciaire de l'assassinat d'Alban Gerbez a jusqu'à présent débouché sur la décision de ne pas retenir le mobile terroriste. Il serait bien entendu irresponsable de contester ce choix effectué par des professionnels, mais de toute façon, sur la base de l'examen du dossier individuel. On imagine que la ligne de partage entre la psychopathie et le fanatisme sanglant n'est pas toujours évidente à tracer. Où commence et où s'arrête la folie? Une phrase de Pascal dans ses pensées. Les hommes sont nécessairement fous, que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Mais au-delà de cette question de la qualification juridique du crime, le caractère de barbarie extrême de ce meurtre gratuit à coups de poignard d'un médecin militaire de 41 ans devant ses jeunes enfants qui venaient récupérer à l'école, un établissement catholique.
Ça ne fait aucun doute, quel que soit le mobile. Alors comment expliquer, à côté de l'immense et justifié scandale que provoquent les événements du stade de Saint-Denis, ce silence, cette discrétion médiatique autour de la tragédie de Marseille, pourtant d'une violence, d'une cruauté extrême? Sans doute faut-il y voir un terrifiant effet de routine. La France a compté depuis 10 ans plus de 150 victimes du terrorisme islamiste. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du terrorisme islamique, bien sûr. Il l'a, Allahu Akbar, non, ce n'est pas islamiste. Bon. Et puis voilà, contrairement aux événements du stade de Saint-Denis, les caméras de télévision du monde entier n'étaient pas braquées sur la rue de la petite école, théâtre du drame. Voilà. J'attire votre attention sur ce phénomène auquel nous assistons, c'est celui d'une banalisation du mal absolu dans la vie quotidienne. On s'habitue à tout. C'est sidérant, on s'habitue à ce qu'un professeur des écoles soit décapité, etc., etc., etc. Des femmes lapidées, brûlées. Oui. Cette France qui protège si mal nos familles, les enfants, les parents. La vie n'a plus de poids, la vie n'a plus de prix. Les larmes des femmes, les pleurs des enfants, le poids du sang qui coule, qui se répand. Toujours ce couteau qui frappe à nouveau. Sous le soleil de France, rien de nouveau. France, que deviens-tu? Qu'est-ce que l'on attend pour aller parler à notre maire, à notre député? Il faut leur faire part de notre peur, qu'un jour on puisse se retrouver face à un couteau qui va nous égorger. Nous ou notre femme, nous ou nos enfants. Tout cela au nom d'un Dieu, assassiné au nom d'une religion, par un type que l'on a accueilli et aidé, alors qu'il a fui son pays. Dites à votre élu, qui tentera de vous rassurer, répondez-lui. Un jour, ce sera peut-être vous qui serez dans cette situation. Et ce ne sera plus le moment de dire « si j'avais su ». Bien. Nous allons... J'ai découvert au hasard d'Internet des petites choses très intéressantes. Et je vais vous passer une courte vidéo d'une personne qui veut envoyer des colis en Ukraine. Alors c'est bizarre, on envoie des tas d'armes et on ne peut pas envoyer des colis avec des vêtements, avec de la nourriture. L'État ukrainien ne veut pas que vous puissiez envoyer, si vous avez de la famille en Ukraine, des biens alimentaires ou de la pharmacie, etc. Vous allez écouter cette courte vidéo et derrière, nous avons trouvé des images qui corroborent ce que dit ce monsieur, c'est-à-dire que tout ce que vous donnez pour l'aide humanitaire est abandonné sur place en Pologne et il y a d'énormes difficultés pour entrer sur le territoire ukrainien. Il faut croire que ce gouvernement ukrainien qui incite à être livré en armes, en armement, toujours plus d'armes de guerre, ne souhaite pas tellement avoir des vêtements, des couvertures, de l'alimentation, des médicaments pour sa population civile. C'est très très bizarre. Vous voyez, on est très très loin du discours officiel. Je vous laisse regarder. Incroyable mais vrai. On vit vraiment dans un monde qui est complètement monté à l'envers. Je vous explique. Je me pointe à la poste tout à l'heure pour envoyer un colis en Ukraine. Ma femme est ukrainienne, il y a sa maman, il y a sa grand-mère, et il y a son beau-père qui vivent là-bas. Ils sont en manque de vêtements, de nourriture, ce qui est normal, c'est la guerre. Bon, c'est pas normal, mais bon, c'est la normalité de la guerre en fait. Je me pointe à la poste, donc on avait préparé un colis qui faisait à peu près 10 kilos, donc jusque là tout va bien. Et là, la postière me dit qu'il faut faire la déclaration douanière. Bon ok, on y va, on commence la déclaration douanière. Et là, il y a toute une liste de choses qui sont interdites. Alors elle me sort le bouquin de la poste. Interdit d'envoyer de la télécommunication, donc téléphone portable, etc. Interdit d'envoyer des vêtements
usagé ou je sais pas quoi. Enfin bref, interdit d'envoyer de la nourriture, interdit d'envoyer des produits pharmaceutiques. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, on peut passer par une association, une ONG ou quelque chose dans ce genre-là. Mais ça va pas directement à la famille. Ça, c'est des organisations, en fait, c'est de l'aide humanitaire. Donc c'est en gros, et après, c'est distribué de manière équitable, etc. Bon, bref, sachant quand même que la poste ukrainienne fonctionne. On a déjà reçu, là, il y a une semaine, un colis de là-bas. Donc, si je comprends bien, envoyer des armes, ça pose pas de problème à monsieur Zelensky, parce que c'est l'Ukraine qui interdit, c'est pas la France. Envoyer des armes à monsieur Zelensky, il n'y a pas de problème, mais monsieur Zelensky, ça le dérange fortement quand on envoie de la nourriture et des médicaments et des vêtements à sa population. J'ai jamais encore entendu monsieur Zelensky réclamer de la nourriture et des médicaments. Je l'entends toujours réclamer des armes et réclamer aussi des interventions militaires. Donc, en gros, qu'on aille crever pour sa tronche, alors que lui, on sait qui il est. Attention, je confonds pas le peuple ukrainien avec Zelensky. Ce type-là est responsable en grande partie de ce qui se passe. On peut en dire ce qu'on veut. Là, la réalité des choses, c'est quoi? C'est que tu peux pas envoyer à un membre de ta famille un colis avec des vêtements et de la nourriture. C'est ça la réalité. Par contre, des pays envoient des milliards et des milliards d'armes. Au lieu de réunir une conférence pour la paix et de stopper ce conflit à la con qui fait des milliers de morts. C'est ni la famille de Macron qui est en train de se faire massacrer, ni la famille de Zelensky. C'est ni la famille de Macron qui est en train de crever la dalle, et encore moins celle de Zelensky. D'accord? Donc voilà encore la réalité de cette grande supercherie, où les seuls qui payent l'addition, c'est qui? Eh bien, c'est le peuple. Ni plus, ni moins. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao. Et c'est comme ça Pendant qu'on se ce retrouve temps-là, avec du côté matériel association, abandonné n'importe où. Nous nous trouvons ici à la frontière polonaise et ukrainienne dans un village proche du poste frontière. Sur une place abandonnée, des caisses de matériel de secours s'entassent. On voit des paquets venant d'Allemagne qui ont été donnés par des personnes, mais dont personne ne s'occupe. Nous avons par exemple des sacs de couchage et aussi des couvertures, beaucoup de matelas et des vestes. Tout ce qui peut être utilisé par les Ukrainiens, ce dont les réfugiés ont maintenant besoin de l'autre côté de la frontière polonaise en Ukraine. Mais c'est très difficile, pour les convois humanitaires de traverser, de passer la frontière. L'entrée en Ukraine n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles bureaucratiques à franchir et cela fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup débarquent alors les collectes ici avant la frontière. Ici, les biens de secours sont ensuite laissés à eux-mêmes. Personne ne les distribue vraiment. C'est vraiment dommage pour les nombreuses superbes choses qui sont déposées ici. Nous avons vraiment des caisses entières de matériel utile. Et oui, ouais, vous avez vu, donc c'est très, très, très difficile et il y a quand même beaucoup d'arnaques là-dedans. Il me semblait aussi avoir vu un article, je vais essayer de vous le retrouver, vous mettre la photo, qu'on se plaignait que l'argent des dons n'était pas arrivé pour servir à l'aide des civils. Je pense que dans ces histoires, il y a beaucoup de communication politique et que les civils, eux, malheureusement, ne reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir. C'est une arnaque géante, une arnaque au niveau des causes de cette guerre et une arnaque sur vos dons qui ne parviennent pas aux populations qui seraient en droit de l'exiger. Je vais rester là-dessus. Je vais vous laisser découvrir, toujours sur l'Ukraine, c'est le bonus, et vous allez voir que c'est très, très édifiant. Ce monsieur en parle très très bien, donc ce n'est pas la peine que je répète ce qu'il va dire. Je confirme tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ces termes et ces informations. Sur ce, je vous laisse découvrir le bonus. Je vous dis à très très bientôt. En tous les cas, faites un maximum pour partager. Je sais, aujourd'hui, c'était des choses très très graves, mais notre pays est vraiment au bord de la barbarie, que ce soit au Stade de France ou dans les rues de Marseille. Allez, je vous laisse découvrir le bonus. En tous les cas, faites le maximum, partagez. Je vous remercie infiniment de votre attention. Au revoir. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo incroyable dans laquelle on va revenir sur l'hystérie occidentale, et surtout française, qui a suivi l'invasion russe en Ukraine. Les PNJ.
L'invasion russe a déclenché une émouvante vague d'humanisme et de solidarité dans les pays occidentaux attachés aux droits de l'homme, à la démocratie et à la paix. Un certain nombre de personnes mal renseignées ont cru malin et valorisant d'étaler leur bonne conscience en soutenant les pauvres petits Ukrainiens sans comprendre que ça fait d'eux d'immenses hypocrites. Parce que ça fait 8 ans que les Ukrainiens prennent des bombes sur la tronche, dans l'indifférence générale, et surtout la leur. Nous avons donc affaire à ce qu'on appelle des PNJ, des personnages non joueurs. Dans un jeu vidéo, ce sont des personnages qui ressemblent à des joueurs, mais en fait ils font partie du décor. Ils répondent à des lignes de commande, écrites par un programmeur, et en fait ils sont au service de l'histoire, ils n'ont pas de conscience propre. Alors le 24 février, les médias ont plongé leurs mains bien profond dans le des PNJ pour les faire jaser comme des marionnettes. Poutine est méchant, il envahit le pays des autres, ça va faire du mal aux civils, il s'attaque à la souveraineté d'un pays libre. Obéissant à leur nouvelle ligne de commande, les PNJ tapissent leurs réseaux sociaux de drapeaux ukrainiens qu'ils ne connaissaient pas la veille et collectent de l'argent pour venir en aide aux civils. C'est l'effet Charlie. On a affaire aux mêmes personnes qui sont allées acheter Charlie Hebdo après les attentats. Le numéro 1178 s'était vendu à 8 millions d'exemplaires au lieu de 30 000 habituellement. Mais le numéro suivant, qui est sorti un mois après, il s'est vendu qu'à 200 000 exemplaires, sur 2,5 millions d'imprimés. Donc il s'attendait à une baisse, mais quand même pas à ce point-là. À partir du 24 février, les PNJ ont reçu ordre de se faire du souci pour les gens qui prennent des bombes sur la gueule en Ukraine. Avant ça, on n'en avait rien à foutre, et si ça se passe ailleurs, genre au Yémen, on s'en fout aussi. Et d'ailleurs, si les médias leur rappellent pas régulièrement de faire des dons pour l'Ukraine, ils arrêtent de le faire. Donc ces gens ne défendent pas des principes, ils suivent des ordres. Dans ces conditions, le soudain déversement d'appels aux dons et autres concerts pour l'Ukraine est proprement indécent. Et comme on a affaire à des crétins, ça a été le festival de l'arnaque. Pendant 2-3 semaines, on pouvait soutirer du fric à n'importe qui, tant que c'est pour l'Ukraine. Tout le monde s'y est mis, hein. En plus d'être des hypocrites, le PNJ est un pigeon. Et chez les plus soumis aux injonctions médiatiques qui sont incapables de la moindre réflexion, on assiste parfois à un excès de zèle. On avait déjà vu le cas en 2020, où des déchets de l'humanité s'amusaient à harceler les Asiatiques ou à chasser les soignants de chez eux parce qu'ils ne voulaient pas du Covid dans l'immeuble. Quelle indignité. Et cette dernière mise à jour du logiciel médiatique a aussi déclenché quelques hystéries anti-russes chez les plus dégénérés des PNJ. Des gens animés par la bêtise et le courage des pleutres se sont sentis autorisés à laisser libre cours à leurs plus bas instincts sous couvert de défendre de belles valeurs. Donc ils vont frapper des gens dans la rue simplement parce qu'ils parlent russe, ou bien ils vont les discriminer parce qu'ils portent un nom slave. Après, que ce soit des Polonais, des Ukrainiens, des Russes ou autres, on s'en fout. Ça finit en vitch, t'es un connard. Ils l'ont dit à la télé. Et d'ailleurs, Facebook a fait une exception à ces règles concernant la haine en ligne. Vous pouvez maintenant tenir des propos haineux ou violents sans être sanctionné, tant que ça concerne les soldats russes, ou bien la Russie en général, si la discussion porte sur l'invasion en Ukraine. Facebook, il a dit que je peux... Nos PNJ vont aussi s'attaquer à des bâtiments simplement parce que c'est écrit russe sur l'enseigne. Comme la maison russe des sciences et de la culture qui a été taguée. Et puis, tiens, c'était pas suffisant. On va aussi balancer un petit cocktail Molotov dessus. Voilà. À la télé, ils ont dit que je peux. Au rayon des trucs débiles qui ne servent à rien, on a encore eu droit aux traditionnelles illuminations de bâtiments publics aux couleurs de l'Ukraine. Et puis au retrait de produits russes dans des magasins, véritable tournant dans la guerre, hein, ouais, voilà. Après les bâtiments et les produits, la chasse aux sorcières s'est poursuivie sur les personnes. Le CNRS et plusieurs universités françaises ont arrêté de travailler avec des scientifiques ou des instituts russes. Les Russes ont été exclus du Conseil de l'Europe, des Jeux paralympiques, du mondial de foot et d'un grand nombre de compétitions sportives. Même les chats russes ont été virés des concours. Des artistes russes ont été boycottés et déprogrammés. Macron a refusé de se rendre au Salon du Livre en soutien à l'Ukraine parce qu'il était dédié cette année aux auteurs russes. Pas de chance. Un collectif de profs particulièrement cons est allé jusqu'à demander que soit débaptisé le collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay en Vendée, l'écrivain étant jugé trop proche de Poutine à leur goût. Bref, la liste des conneries est extrêmement longue, et le pire dans tout ça, c'est que ça sert à rien. C'est juste de la haine gratuite envers des gens qui n'ont rien à voir avec les décisions du gouvernement russe. C'est de la pure xénophobie, la plus stupide qui soit,
proférés en plus par des gens qui passent leur temps à faire la morale aux autres. Il faut accueillir les étrangers, faut être Charlie, pas d'amalgame après chaque attentat. La haine et le racisme, ce n'est pas gentil. Bref, vous connaissez la chanson. Et là, il suffit qu'une nationalité soit pointée du doigt à la télé, et pouf, ils en oublient toute leur belle morale, leurs belles valeurs, et ils étalent leur haine sur le premier russe venu, en pensant que ça leur donne une grandeur, un brevet de résistance. Alors que ça fait d'eux des gros... Est-ce que vous pensez une seule seconde que ces PNJ ou ces anti-russes évitent de se servir de leur gaz pour cuisiner, pour se chauffer, se laver, ou marchent à pied? Car le gaz et l'essence proviennent encore de Russie.